Bienvenue à tous et à toutes au séminaire international de l'IRES. Je m'appelle Marcus Kaman, je suis chercheur à l'IRES et je co-anime ce séminaire avec ma collègue Cristina Nizzuli. Pour rappel, le séminaire international est un séminaire bimestriel qui se penche sur les enjeux trans et internationaux du syndicalisme. Il intéresse aussi bien des syndicalistes que des chercheurs. Ce trimestre, nous allons ouvrir un cycle qui s'interroge sur les pratiques et concepts syndicaux en lien avec la transition écologique. Il est indéniable que depuis l'accord de Paris sur le climat, les enjeux environnementaux prennent une place de plus en plus importante sur l'agenda syndicale. Mais, comparé à d'autres acteurs sociaux, les voix qu'on entend restent surtout sur un registre défensif. L'une des urgences principales est alors de trouver des moyens intellectuels, politiques et pratiques pour sortir de l'opposition entre protection d'emploi et transition écologique. Pour nous aider à avancer en ce sens, nous avons programmé 3 séminaires d'ici mai. Nous commençons aujourd'hui avec la discussion d'un texte d'Adrien Thomas qui se penche sur les politiques syndicales environnementales et ses déterminants à l'échelle européenne dans le secteur de la sidérurgie. Le 9 février, nous aurons parmi nous Nora Retzel de l'université d'Umeå en Suède. Nora est une spécialiste internationalement reconnue sur ce sujet. Elle présentera une enquête qui a été menée en Inde et qui s'intéresse aux différentes perceptions syndicales du rapport entre travail et nature. Le 11 mai, nous allons recevoir ici Steffen Lehndorff, chercheur à l'université de Duisburg-Essen. Steffen nous présentera son ouvrage récent qui porte sur le New Deal du président Roosevelt des années 1930 aux États-Unis. Il va s'interroger sur des leçons politiques à en tirer pour organiser la transition écologique. Voilà pour le programme de ce semestre. Nous vous invitons à participer nombreux aux séances suivantes. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Adrien Thomas. Après son doctorat en sciences politiques à la Sorbonne en 2008, Adrien a intégré le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, où il travaille depuis. Il a publié dans des journaux internationaux réputés sur des sujets aussi variés que la négociation collective, les fusions syndicales, les circulations du concept de renouveau syndical et le rapport du syndicalisme aux migrants, souvent dans une perspective multi-niveau et comparative. Plus récemment, il a entamé des enquêtes sur le rapport des syndicats à la transition écologique. Le texte qu'on va discuter aujourd'hui est issu d'un de ces terrains. Pour le discuter, nous accueillons 2 invités. Le premier est Jean-Marie Pernaut, politiste et chercheur associé à l'IRES. Jean-Marie a entre autres travaillé sur la représentation syndicale à l'international et en Europe. Il vient juste de sortir un ouvrage dont je me permets de faire la pub. Le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer, paru dans l'édition Détour. La discussion syndicale est assurée par Joël Descaillons. Joël est cheminot et syndicaliste CGT. Hormis ses multiples fonctions de premier plan au sein de la Fédération et la Confédération, il a été membre du comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats depuis l'adhésion de la CGT en 1999. Il a été secrétaire général adjoint de la CES, notamment au moment de l'adoption du règlement REACH en 2007, destiné à protéger l'environnement et les humains aux risques liés aux substances chimiques. Joël est donc un très fin connaisseur et acteur du syndicalisme européen. Encore quelques mots sur l'organisation de la séance. Nous commençons avec la présentation d'Adrien Thomas de son texte qui vous a été distribué au moment de votre inscription. Cette intervention va durer environ 25 minutes. Ensuite, nous donnons la parole à Jean-Marie Pernaut et Joël Descaillons. La discussion va durer 20 minutes respectivement. Ensuite, nous donnerons la parole à Adrien pour répondre. Après, nous ouvrirons la discussion avec la salle. Nous comptons finir vers midi. J'appelle donc à la discipline de tout le monde pour y parvenir. Cette séance sera d'ailleurs enregistrée à l'exception des échanges avec la salle. L'enregistrement sera par la suite rendu accessible comme d'habitude via le canal IRES sur YouTube. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne séance et je donne la parole à Adrien Thomas pour commencer sa présentation. Merci. Le changement climatique représente un défi pour les syndicats, c'est évident. Bien sûr, aujourd'hui, la plupart des syndicats en Europe déclarent soutenir les politiques de décarbonisation. Toutefois, ils sont également confrontés à des dilemmes internes
concernant les politiques environnementales. En effet, la décarbonisation de l'économie va détruire et créer des emplois, va aussi impacter les conditions de travail et impacter les qualifications des travailleurs. Il y aura des secteurs gagnants comme les énergies renouvelables ou la construction écologique, mais il y aura aussi des secteurs perdants comme les industries extractives, des parties de l'industrie manufacturière, la fabrication à forte intensité énergétique. Et ces implications positives et négatives de la décarbonisation seront inégalement réparties entre les pays, entre les régions et aussi entre les secteurs d'activité. Pour les syndicats, une complication supplémentaire est qu'ils sont encore relativement bien implantés dans des secteurs à forte empreinte carbone, parce qu'ils sont traditionnellement fortement implantés dans plus une entreprise est grande et plus une entreprise est ancienne, plus il y a des chances qu'il y ait une présence syndicale. Et les entreprises de ce type-là sont souvent des entreprises avec une forte empreinte carbone. Les syndicats ont développé le concept de la transition juste pour répondre au dilemme entre protection de l'emploi et protection du climat. Mais les syndicats prennent aussi position au quotidien sur des politiques de décarbonisation. Et dans cette présentation, je vais m'intéresser en particulier à la réforme décidée en 2018 du système européen d'échange de quotas d'émissions, l'EU ETS, et au débat que cette réforme a suscité, en particulier parmi les syndicats représentant les travailleurs de la sidérurgie. On peut passer au slide suivant. Oui, merci. Actuellement, donc je vais me focaliser sur la réforme de l'ETS de 2018. Actuellement, il y a une nouvelle réforme de l'ETS qui est en cours de discussion dans le cadre du Fit for 55, qui se réfère à l'objectif de 55% de réduction d'émissions jusqu'en 2030. Mais ces débats-là, je ne les ai pas analysés. Donc, ce que je vais dire s'appuie sur les débats qui ont eu lieu entre 2014 et novembre 2017, qui était la période durant laquelle la réforme de l'ETS était en discussion au niveau européen. Et le nouvel ETS a été formellement adopté en février 2018. Et le papier que je vais présenter ici est paru l'année passée, en 2021, dans la revue Environmental Politics, sous le titre Heart of Steel, How Trade Unions Lobby the European Union for Emissions Trading. Le cœur d'acier du titre n'est pas une référence à la radio Lorraine Cœur d'acier, mais c'est une référence à un mot d'ordre de Ligue Métal qui avait mobilisé contre les importations perçues comme bon marché, perçues comme s'inscrivant dans une logique de dumping de la Chine et contre la réforme de l'ETS. Et le mot d'ordre de Ligue Métal était « Unser Herz aus Stahl muss weiterschlagen », c'est-à-dire notre cœur d'acier doit continuer à battre. En ce qui concerne les méthodes, j'ai mené 24 entretiens avec des responsables syndicaux et des représentants des employeurs à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'ACS, au niveau sectoriel, industriel ou au niveau des entreprises. Je me suis concentré sur ArcelorMittal et j'ai analysé les documents produits par les différentes organisations et j'ai comparé les informations fournies par les informations qu'on pouvait retirer de ces documents. Je les ai comparées avec les données fournies dans les entretiens. Pour dire un mot sur l'ETS, sur le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, juste brièvement, il s'agit d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de carbone. L'ETS fixe un plafond pour les émissions de carbone et si une entreprise émet plus d'émissions qu'elle ne le devrait,
elle doit acheter des quotas d'émissions supplémentaires. Et si elle en émet moins, si elle pollue moins, elle peut vendre les quotas qu'elle a en trop. Ce système d'échange de quotas d'émissions a d'abord concerné les installations les installations industrielles d'une certaine taille et les producteurs d'énergie. Ensuite, l'aviation intra-européenne a été ajoutée à l'ETS. L'industrie manufacturière a été tout au long, en fait, dès l'introduction de l'ETS, l'industrie manufacturière a été particulièrement préoccupée par ce dispositif. Elle a surtout avancé, ce qui a été beaucoup avancé, c'était des préoccupations en termes de compétitivité. L'idée que les entreprises européennes se retrouveraient dans une situation où elles seraient moins compétitives face à des entreprises localisées à l'extérieur de l'Union européenne. Et cette crainte s'est bien sûr aussi répercutée sur les syndicats qui voyaient le sujet de la menace de délocalisation en premier lieu, d'une perte de compétitivité et d'une délocalisation qui s'en suivrait. Les sidérurgistes qui sont très intensifs en émissions de CO2 ont été particulièrement en point dans ces débats-là et le principal cheval de bataille de l'industrie sidérurgique était de s'assurer une part de quotas gratuits afin de contrer le risque de perte de compétitivité. Et le rôle de la sidérurgie n'est pas anodin quand on parle de changement climatique, puisque les producteurs d'acier sont à l'origine de 4 à 7% des émissions de CO2 de l'Union européenne. Prochain slide, s'il vous plaît. Les syndicats européens ont pris position à 3 niveaux sur les implications de la réforme de l'ETS. Ils l'ont fait au niveau intersectoriel à travers la Confédération européenne des syndicats. Ils l'ont fait au niveau sectoriel par l'intermédiaire de Industrial Europe, qui est la Fédération européenne des syndicats de l'industrie et qui a une présence historique dans les secteurs de la sidérurgie, de la métallurgie et de la chimie principalement. Actuellement, c'est aussi une fédération syndicale européenne qui est fortement marquée par le syndicalisme allemand. Actuellement, le président de Industrial Europe est Michael Brasiliadis, le président de l'IGBC, donc le syndicat allemand de la chimie. Et au niveau mondial, le président de Industrial Global Union, donc l'Organisation mondiale de l'industrie manufacturière, et le président de l'IG Metall, Jörg Hoffmann. Et je me suis finalement aussi intéressé au niveau des entreprises et des représentants du personnel au niveau des entreprises. Ici, je me suis concentré particulièrement sur ArcelorMittal, qui est le deuxième producteur d'acier au monde actuellement et qui est présent, qui a des sites de production dans 9 pays européens. Slide suivant. Quand on regarde la position prise par la Confédération européenne des syndicats sur la réforme de 2018 l'ETS, on voit qu'il y a une certaine recherche d'un équilibre entre l'objectif d'une protection de l'emploi et la protection de l'environnement. La CES a ainsi soutenu un abaissement du plafond d'émissions, donc une réduction du nombre de quotas d'émissions. Elle a aussi, elle n'a pas réclamé davantage d'allocations gratuites, certificats, et elle a réclamé, pour répondre à la préoccupation pour l'emploi, elle a réclamé des mesures d'ajustement aux frontières pour le carbone, ce qu'on appelle en anglais le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est davantage présent dans le débat politique aujourd'hui qu'il ne l'était en 2017-2018. Ce positionnement s'inscrit aussi dans un contexte où la CS construit depuis un certain nombre d'années des alliances avec des ONG environnementales,
adopte des déclarations communes avec ces organisations environnementales et s'appuie aussi sur l'expertise des ONG quand il s'agit de suivre les dossiers de la politique européenne de l'environnement. Au moment où j'ai fait l'enquête de terrain, il y avait une personne qui était en charge des dossiers environnementaux à la CES et qui m'a dit bon, je suis bien obligé d'échanger avec les ONG parce que tout seul, je n'arrive pas à suivre tous les dossiers. Je ne peux pas tout suivre et donc cet échange avec les ONG est aussi un moyen d'accéder à une expertise que la CES ne peut pas mobiliser par elle seule. Slide suivant. Ensuite, au niveau sectoriel, la position industrielle Europe s'est surtout concentrée sur la revendication d'un plus grand nombre de quotas d'émissions gratuits, avec l'argument qu'une régulation trop stricte désavantagerait la sidérurgie européenne vis-à-vis de la concurrence internationale. Au moment où j'ai conduit les entretiens, donc entre 2017 et 2019, les représentants d'Industrial Europe, avec qui j'ai parlé, ont estimé que l'idée d'une taxe d'ajustement aux frontières, telle que la CES aussi la soutenait, n'était pas réaliste à leurs yeux. Ils ont notamment, en particulier, ils ont avancé les règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'opposerait à une telle entrave à la circulation des marchandises. De façon générale, on peut dire que Industrial a poursuivi une politique qu'on pourrait qualifier d'ambiguë. D'un côté, ils n'ont pas remis en cause le principe de la décarbonisation, mais en même temps, ils ont souligné le coût potentiel de la régulation. Ils ont déployé une démarche qui visait à gagner du temps, qui accentuait fortement les désavantages potentiels d'une régulation plus stricte. Industrial a aussi fortement collaboré avec l'Organisation européenne des employeurs de la sidérurgie, qui s'appelle Eurofer. Eurofer, donc pour les sidérurgistes, il y a de forts enjeux dans l'ETS. Donc c'est une organisation de lobbying qui est fortement présente à Bruxelles et qui investit beaucoup d'énergie dans le lobbying et qui cherche aussi activement, en tout cas sur l'ETS, Eurofer a très activement cherché le soutien des syndicats. Et ils ont connu un certain succès dans ce domaine, puisqu'Industrial Europe et Eurofer ont publié des prises de position communes, ils ont signé des lettres communes qui ont été adressées à la Commission européenne, ils ont mené des activités de lobbying communes, notamment en direction des députés du Parlement européen. Il semble aussi ici qu'il y a un certain manque d'expertise propre semble avoir joué un rôle, puisque lors d'un entretien que j'ai mené avec un représentant d'Industrial, celui-ci a affirmé « Notre position sur l'ETS est fondamentalement la même que celle d'Eurofer. Notre relation avec Eurofer est très bonne car nous agissons comme un lobby sur les sujets où nous avons les mêmes intérêts. » Un représentant de Ligue Métal a expliqué l'efficacité du lobbying conjoint entre employeurs et syndicats lorsqu'il a expliqué comment il s'était pris pour démarcher le Parlement européen, les parlementaires européens. Et il m'a dit lors de l'entretien sur la question du lobbying, il s'est avéré que les sociodémocrates jouaient un rôle crucial au Parlement européen. Et les syndicats ont un bon accès aux sociodémocrates. De nombreux sociodémocrates allemands, en particulier, sont syndiqués et souvent membres de Ligue Métal. Les entreprises et les organisations patronales ont couvert le centre-droit. Parler avec les Verts était inutile, tandis que la gauche, il se réfère au groupe parlementaire de la gauche unitaire européenne, était tout simplement trop peu nombreuse. Cela est vrai pour de nombreuses questions de politique industrielle. Le bloc stratégique qu'il faut attaquer, pour ainsi dire, est celui des sociodémocrates.
Donc, comme le dit ce représentant de IG Metall, l'une des raisons pour lesquelles ces alliances entre employeurs et syndicats peuvent avoir une certaine efficacité, c'est que elles permettent de cibler à la fois la chrétienne-démocratie et les conservateurs, mais aussi la social-démocratie. Donc, à cette époque-là, les deux principaux groupes au Parlement européen. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette proximité entre syndicats et employeurs est aussi devenue un sujet de discorde. En effet, lorsque Eurofer a invité en 2016 lorsque Eurofer a invité Industrial Europe à co-organiser une manifestation de rue contre la réforme prévue de l'ETS et contre les importations d'acier bon marché en provenance de la Chine, cela a suscité des débats au sein d'Industrial Europe avec des affiliés qui ont renaclé devant cette idée de co-organiser une manifestation commune avec l'organisation des employeurs. En particulier, un groupe de syndicats qui se désigne comme groupe TANSI ont contesté l'opportunité de cette manifestation commune. Le groupe TANSI est un regroupement informel de syndicats au sein d'Industrial. Il s'agit surtout de syndicats d'Europe du Sud et qui ont une tradition un peu plus combative, disons, en sachant que dans ce cas-ci, l'Europe du Sud, elle commence avec la Wallonie et ensuite elle descend vers le sud. Et le résultat de cette controverse a été que Industrial n'a pas officiellement appelé à participer à cette manifestation, même si de nombreux affiliés ont quand même mobilisé leurs membres de conjoint aussi avec les directions d'entreprise. Et il y a une manifestation qui s'est tenue à Bruxelles avec plusieurs milliers de participants. Et les manifestants étaient bien sûr essentiellement des manifestants mobilisés par Industrial Europe, donc étaient des syndicalistes. Finalement, au niveau de l'entreprise, où je me suis intéressé à ArcelorMittal, dans le cas d'ArcelorMittal, un peu comme dans le cas d'Eurofer, on a aussi vu que l'entreprise a fait des efforts pour gagner le soutien des représentants du personnel, que ce soit au niveau des sites de production ou que ce soit au comité d'entreprise européen. Et ici, la réponse des représentants du personnel semble avoir beaucoup dépendu de la nature de leurs relations avec les directions d'entreprise au niveau des sites de production. Ainsi, un membre du comité d'entreprise européen d'ArcelorMittal, avec qui j'ai parlé, et qui a affirmé que sur son site de production, les relations étaient plutôt bonnes, qu'il avait une relation constructive avec la direction locale, a dit qu'il est parfois nécessaire de soutenir l'employeur et que c'était une bonne raison pour participer, par exemple, à la manifestation commune avec Eurofer à Bruxelles. Un autre membre du comité d'entreprise européen, on peut passer au slide suivant, qui vient, lui, est un site de production qui a connu de multiples restructurations au cours des dernières années et où les relations entre les syndicats et l'employeur sont tendues, a par contre déclaré: on nous demande de soutenir l'employeur, on nous demande de faire du lobbying, mais notre rôle en tant que syndicat n'est pas de gérer leurs problèmes. Quand la direction de l'entreprise nous a dit lors de la réunion du comité d'entreprise: on a besoin de vous, vous devez nous aider, on a dit OK, mais qu'est-ce qu'on aura en retour? C'est déjà embêtant qu'on nous dise ce qu'on a à faire en tant que syndicat, mais qu'allons-nous obtenir en retour pour vous soutenir? Qu'allons-nous dire à nos gars? Oui, nous allons soutenir le patron seulement pour qu'il nous vire demain. Et qu'y a-t-il en retour? Il n'y a pas de garantie d'emploi, pas d'augmentation de salaire et il n'y a pas d'investissement. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux représentants syndicaux partagent, malgré leurs différences d'appréciation sur le fait qu'il faut soutenir ou non la position de l'employeur sur l'ETS, ils partagent quand même l'idée qu'il peut y avoir un échange politique plus vaste et des concessions réciproques autour de la question de l'ETS ou de la décarbonisation, puisque le deuxième dit on nous demande, l'employeur nous demande de le soutenir, mais il ne nous offre rien, donc on ne le soutient pas.
Mais implicitement, cela montre quand même une disponibilité à entrer dans un échange politique autour de l'ETS. Et donc, on voit que cette disponibilité au niveau local à entrer dans des alliances avec l'employeur semble surtout influencée par l'expérience des représentants du personnel, de la relation, leur expérience de leur relation avec la direction de l'entreprise. On peut passer au slide suivant. Le constat général qu'on peut faire, c'est qu'il semble aussi y avoir assez peu d'interaction entre les différents niveaux d'action syndicale, entre le niveau confédéral, européen, la CS, industriel et les syndicats d'entreprise autour de cette réforme de l'ETS en tout cas. Et par contre, à chaque niveau, des interactions avec des acteurs externes semblent avoir façonné les prises de position syndicales. La CS a beaucoup interagi avec les ONG environnementales. Industrial Europe et les syndicalistes d'entreprise ont interagi avec les organisations d'employeurs, donc avec Eurofer en particulier, et avec les entreprises. Cela est vrai dans le cas d'ArcelorMittal, mais d'après les échos que j'ai eus, la situation s'est présentée d'une façon relativement similaire dans le cas d'entreprises de la sidérurgie, dans le cas d'autres entreprises de la sidérurgie qu'ArcelorMittal, notamment des entreprises allemandes. Qu'est-ce qui explique alors cette difficulté à coordonner ou à articuler les positions entre les différents niveaux de l'action syndicale? D'un côté, il y a certainement la gouvernance européenne multiniveau qui joue un rôle parce qu'elle offre de multiples points d'accès aux décideurs politiques et permet aussi aux différents niveaux d'action syndicale d'entamer leur propre démarche de lobbying. Les syndicats peuvent s'adresser aux différents États membres. Il y a la possibilité de contacter les députés européens ou la Commission européenne. Et dans un contexte général, la décentralisation de la négociation collective est une réalité dans de nombreux pays et où beaucoup de confédérations syndicales se retrouvent affaiblies. Cela conduit chaque niveau à privilégier sa propre perspective et ses propres intérêts. Il y a ensuite la question de la complexité technique du dossier. Les débats sur l'ETS deviennent en effet rapidement relativement complexes, notamment lorsqu'il s'agit d'estimer le futur potentiel de réduction des émissions. De nombreux débats entre Eurofer et la Commission européenne ont aussi porté sur le calcul correct des émissions de l'industrie sidérurgique pour un produit donné. C'est ce qu'on appelle les sectoral benchmarks. Et là, on est dans des débats techniques qui deviennent très rapidement incompréhensibles pour le commun des mortels et où aussi les syndicalistes rencontrent rapidement des limites pour juger de la pertinence des différents arguments mis en avant. Mais il peut aussi y avoir des logiques, ce que les chercheurs ont appelé d'ignorance stratégique de la part d'organisations syndicales qui préfèrent ne pas prendre une position divergente par rapport aux entreprises sur un enjeu crucial. On peut en effet estimer qu'une organisation syndicale comme Ligue Métal pourrait se donner les moyens pour avoir accès à une expertise qui permettrait de prendre position sur un certain nombre de questions techniques. Les comités d'entreprise européens aussi ont la possibilité d'avoir recours à une expertise. Mais ici, il ne semble pas vraiment y avoir eu une volonté de faire cela. Je pense qu'il s'agit aussi d'une évolution notable de la part d'une fédération comme Industrial Europe, Fédération européenne des métallurgistes, avec une tradition de prise de position sur des questions de politique industrielle. Finalement, il y a la tradition du concession bargaining et je pense qu'elle est particulièrement marquante quand on voit les syndicats, les représentants du personnel au niveau des entreprises, le concession bargaining.
la négociation par concession mutuelle, qui est assez présente dans l'industrie manufacturière, où l'on voit les syndicats modérer leurs demandes ou même accepter des dispositions désavantageuses pour sauvegarder l'emploi ou pour obtenir des investissements de la part de l'employeur. Le concession bargaining peut notamment voir les syndicats donner leur aval à des positions qui sont en contradiction avec leurs principes généraux ou qui ont un effet négatif sur des groupes de travailleurs non syndiqués, comme par exemple des nouveaux embauchés qui sont logés à une autre enseigne que le personnel avec une plus grande ancienneté, ou alors les travailleurs intérimaires. Dans une perspective similaire, les représentants syndicaux peuvent en venir à considérer le changement climatique comme objet possible d'un compromis politique où les syndicats renoncent à des objectifs environnementaux ou à des objectifs de politique industrielle en faveur d'un alignement sur les intérêts à court terme mis en avant par les employeurs. On peut passer au prochain slide et c'est ma conclusion. Finalement, si le changement climatique représente un défi pour les syndicats, c'est parce qu'il va au-delà des questions traditionnelles sur lesquelles les syndicats négocient généralement avec les employeurs. Alors que la négociation collective concerne généralement que les travailleurs et les entreprises concernées, le changement climatique a des implications profondes sur l'ensemble de la société et au-delà sur les générations futures. Se pose alors la question des conceptions de la démocratie syndicale. Les positions adoptées par les syndicats doivent-elles prioritairement refléter les attitudes des travailleurs impactés par la décarbonisation ou faut-il prendre en compte de façon plus large les intérêts de la société dans son ensemble ou alors les intérêts des travailleurs dans les énergies renouvelables ou dans la émergente qui sont peut-être encore moins représentés au moment actuel dans les syndicats. Finalement, afin de répondre aux défis de la décarbonisation, il me semble que les syndicats doivent combiner prise de décisions centralisées, ressources analytiques et participation de la base. Une certaine centralisation de la décision est importante et nécessaire parce qu'il s'agit pour les syndicats de coordonner les points de vue de leurs différents groupes de membres sur les politiques de décarbonisation et aussi d'articuler priorités sociétales et intérêts de leurs adhérents. Il s'agit donc d'établir une synthèse à partir de différents points de vue. Des ressources analytiques sont nécessaires car la décarbonisation soulève de nombreuses questions dans le domaine des politiques industrielles ou du commerce international lorsqu'il s'agit par exemple d'élever une taxe sur des importations fortement carbonées. Et pour prendre position sur ces sujets, il faut disposer d'une certaine expertise technique qui permet de se positionner de façon indépendante et ne pas être dans la dépendance des employeurs. Et l'implication de la base des membres dans les entreprises est également cruciale parce qu'elle donne aux syndicats la flexibilité et la capacité de répondre à des questions sectorielles ou locales spécifiques. Les syndicats disposent à travers ces représentants du personnel d'une vision que d'autres acteurs n'ont pas de la problématique dans les entreprises elles-mêmes. Merci Adrien. On va s'attarder, laisser la parole à Jean-Marie pour un premier moment de discussion. Oui, merci de m'avoir invité à commenter ce texte. C'est pas une tâche très difficile parce que c'est un texte qui est très clair, qui s'adosse à une méthodologie très bien exposée, construite, argumentée. L'exposé est clair, les conclusions sont claires, ouvre des pistes de discussion. Donc c'est un exercice assez agréable à faire, même s'il était en anglais. C'était très clair. Donc même si je suis pas un grand praticien de la langue de Shakespeare.
et avec des conclusions, enfin, qui ouvrent sur des questions qui sont importantes pour le syndicalisme européen. Et là, je crois que c'est un cas type vraiment très atypique, un peu des problèmes qui peuvent être rencontrés à l'échelon d'une action articulée sur différents territoires. Moi, en fait, j'ai pas grand-chose à en dire. Ça invite à la réflexion, donc je vais plutôt poursuivre un peu d'ailleurs dans le fil des conclusions qu'a évoqué Adrien. Bon, d'abord, ce texte expose très bien un certain nombre de problèmes évidents, manifestes de construction d'une activité syndicale sur un espace plurinational, etc., en Europe. Ensuite, je crois que ça renvoie à des débats qui, au fond, ne sont pas tous des débats de niveau européen. Comment on articule le court terme, le long terme, comment on articule le professionnel, le général, le partiel, le global, etc. C'est des problèmes que les syndicalismes nationaux rencontrent aussi. Déjà dans la longue histoire du mouvement syndical, mais avec là un double éclairage particulier. D'une part, c'est sur un territoire plus complexe qu'un État national, et deux, c'est sur une question quand même qui n'est pas anodine, qui est celle du climat, qui ne se résout pas par un simple échange politique, emploi, salaire, des accords que Adrien a qualifié d'échange politique à la fin, selon une tradition analytique ancienne de l'échange politique tel qu'il a pu se pratiquer très longtemps. Là, on est sur des sujets qui sont quand même très lourds, qui concernent l'ensemble de la société, pas seulement les travailleurs. Et donc, il y a, même si ça renouvelle un certain nombre de discussions déjà rencontrées, ça le fait quand même sur des thématiques et à des échelles qui sont intéressantes à observer et relativement nouvelles. Enfin, dernier point, sur lequel je dirais deux mots, parce que je pense quand même, c'est la conclusion que vient de nous livrer Adrien, qui est déjà dans son texte, qui est quand même une interrogation sur l'ainsi nommé syndicalisme européen, à la fois son mode de fonctionnement, ses choix de priorité, l'articulation entre ses composantes, et puis peut-être aussi son projet sur les questions climatiques. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est dit en introduction, et ça revient de manière assez récurrente dans le texte, c'est cette espèce d'énorme dépendance à autrui que montrent les différents étages du syndicalisme européen. Et on peut, alors, ce concept très étrange, mais effectivement assez paradoxal d'ignorance stratégique sur lequel quand même, qui mérite quand même un certain nombre de réflexions. C'est presque un oxymore quand même, l'ignorance stratégique, un mouvement collectif. Et peut-être c'est intéressant quand même de l'interroger. Alors, les problèmes, du syndicalisme en Europe, il y a beaucoup de choses, là, ça l'illustre très bien. Donc, on connaît cette interaction, au fond, comme la construction européenne, d'ailleurs, le syndicalisme européen est une construction multiniveau qui enchevêtre des lieux d'élaboration à des niveaux différents, pas tout à fait homogènes. La CES a sa propre cohérence qu'elle définit à travers ses structures, son secrétariat, son comité exécutif, etc. Donc, sa propre dynamique organisationnelle. Il y a aussi je pourrais appeler ça des départements professionnels, parce que l'industrial, c'est pas un département professionnel de la CES. D'ailleurs, c'est une première question qui illustre bien la suite, c'est que, en fait, à l'origine, quand même, lorsque la CES se constitue, la logique voulait, et ça a été fait, au départ, que ce soit la CES elle-même qui valide le contour de ces branches dites professionnelles. Et pendant toute une période, effectivement, lorsque les branches, les fédérations professionnelles de la CES se mettaient en place, il y avait quand même une sorte de visa, c'était pas très administratif, mais quand même un peu politique, sur le contour des branches, leur mode de fonctionnement, de la Confédération elle-même, qui ambitionnait de reproduire au fond à l'échelle européenne ce qu'on connaît du fonctionnement des confédérations sur un espace national, c'est-à-dire que les dimensions professionnelles sont quand même font partie d'un tout et que ce tout a quelque chose à voir et à dire sur ses propres composantes. Or, avec la création d'Industrial, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est un changement très important. Industrial, d'abord l'appellation qu'elle prend, la façon dont elle se constitue, qui suit en quelque sorte la création
d'Industrial Global Union, et en fait, Industrial se vit davantage comme la partie européenne de l'organisation mondiale plutôt que la partie professionnelle d'une organisation européenne. Alors ça paraît un peu tout ça de l'entomologie, quoi, mais en réalité non, on voit bien que sur un cas comme ça, l'autonomie proclamée d'Industrial, ça veut bien dire quelque chose, hein. C'est pas uniquement des précautions organisationnelles, c'est aussi l'affirmation que politiquement, Industrial peut prendre des positions qui ne sont pas celles de la CES et que normalement, ça devrait poser problème à tout le monde. Alors, bon, donc on a affaire effectivement à un être syndical complexe avec différents niveaux d'entrée qui sont eux-mêmes d'ailleurs travaillés par des syndicalismes nationaux ou des morceaux de syndicalismes nationaux qui sont pas tous homogènes. Il est évoqué dans le texte qu'à l'intérieur même de l'Industrial, il y a un peu de contestation qui s'est faite à partir de regroupements de fédérations de la métallurgie, beaucoup du sud de l'Europe d'ailleurs, mais avec la FGTB, comme souvent la Belgique fait partie du sud de l'Europe dans les grandes classifications internationales, qui contestaient un peu ce partenariat social affiché avec Eurofer. Donc on a cette complexité-là qui est rajoutée à part les comités d'entreprise européens, qui eux-mêmes d'ailleurs ont une grande variété, mais qui rajoutent encore une note qui n'est pas tout à fait cohérente avec celle du secteur, c'est-à-dire que le secteur globalement est proche de rapports de coopération avec l'organisation patronale. C'est moins vrai quand on en arrive aux entreprises elles-mêmes, où là on trouve tous les cas de figure. Le classique bargaining que représente Ligue des Métal, mais c'est pas les seuls, hein, aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, ça se fait aussi très bien, ou en Autriche, et en revanche, des types de syndicalisme industriel qui n'ont pas tout à fait les mêmes traditions, selon la trilogie de Heimann que rappelle Adrien dans son texte. Donc on voit bien cette complexité en mouvement, et je trouve que c'est un bon exemple de le voir comme ça, qui montre la difficulté de construire un point de vue syndical européen lorsqu'on a une telle complexité multiniveau, etc. Alors, deuxième remarque, c'est que, bon, d'accord, il y a des problèmes classiquement rencontrés de tensions entre le court terme, le long terme, voire même des conflits de valeurs. Je pense, par exemple, l'industrie de l'armement a aussi parfois posé problème à des mouvements syndicaux nationaux qui portaient les idéaux de paix entre les peuples et qui sont organisés, parfois très bien d'ailleurs. Les travailleurs de Dassault sont très syndiqués, ceux des manufactures d'armement aussi. Thales n'est pas le dernier endroit de force du syndicalisme. Tout ce que la sagesse populaire appelait les fabricants de morts à une certaine époque, sont quand même dans les rangs du syndicalisme, assez bien organisés. Et leur lutte pour la défense de leur emploi, voire que la défense de l'emploi dans ce secteur-là est pas tellement en cause, c'est une industrie qui se porte plutôt bien, mais enfin, sur les salaires, sur les conditions de travail, tous ces conflits-là sont jugés légitimes, alors que l'objet social de ces travailleurs-là, c'est quand même de construire des instruments, des outils qui sont le contraire de l'idéal pacifiste que porte en général le mouvement syndical. On vit avec ces contradictions-là. Le syndicalisme représente les travailleurs, normalement tous les travailleurs, donc pourquoi pas ceux-là? Et après, c'est une combinaison qui n'est pas toujours aisée à construire, mais qui fait que on fait avec l'obligation de défendre ces travailleurs, même si l'objet social du syndicalisme est de faire en sorte que on produise moins d'armes et plus de médecins et d'hôpitaux. Ça, je pense que c'est le mouvement syndical a en permanence, depuis l'aube des temps, des contradictions comme ça à gérer. Il le fait avec plus ou moins de bonheur, mais ça fait partie de l'objet. Là, évidemment, la question est un peu plus compliquée parce que produire des armes quand on les utilise pas sur son territoire, c'est pas très gênant quand on exporte l'utilisation ailleurs, mais là, le climat, ça concerne tout le monde. Et donc là, on a quand même affaire à une matière assez nouvelle, qui est que les travailleurs de l'acier, ils sont aussi concernés par le dérèglement climatique. Et donc, comment construire un projet qui tienne compte de ça. Et donc, on n'est pas uniquement dans du déjà connu.
Bon, d'accord, il y a des tensions comme ça, mais là, on est quand même sur du dur et sur du relativement nouveau par le mouvement syndical, et du coup, on peut considérer qu'on est dans une phase d'apprentissage. Il n'est pas forcément étonnant de constater qu'il y a du manque d'expertise ici, qu'on soit à la remorque un peu des autres organisations, mais tout de même, les conclusions, ce sera un peu mon dernier point, auquel aboutit Adrien, posent quand même des sacrées questions. Il dit à plusieurs reprises que, au fond, les alliances qui sont contractées à ces différents niveaux sont des alliances relativement contradictoires. Bon, alors il faudra aller voir dans le détail quand même les organisations environnementales qui sont admises dans le cercle du dialogue civil à Bruxelles. Hein. C'est pas en général, elles sont assez bien bordées, financées par l'Union européenne, etc. C'est pas toujours des organisations totalement indépendantes non plus, mais enfin sur les questions climatiques, elles arrivent à poser les bonnes questions. Même si elles ont quand même été pendant 10 ou 15 ans assez à la remorque de cette politique d'échange des quotas carbone. Hein. Donc quand même, c'est peu traité dans l'article. C'était pas son objet. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais c'est une politique de gestion de la question du carbone qui pourrait aussi faire partie de la discussion. C'est-à-dire, et qui n'apparaît pas du tout. Enfin, non, la CES, finalement, non seulement elle est à la remorque des ONG, mais elle est aussi à la remorque, ça c'est plus habituel, de la politique européenne, qui est qu'on combat le carbone par la création d'un marché, des autorisations, avec des autorisations gratuites, etc. Et qu'au fond, cette politique peut être mise en discussion. D'autant plus, alors il semblerait, je vais quand même un petit peu regarder, parce que j'y connais pas grand-chose, mais qu'elle commence à porter quand même quelques fruits, cette politique, notamment depuis la réforme de 2018. Elle conduit effectivement à un recul de l'usage du carbone dans les productions des industries les plus polluantes, mais que pendant 15 ans, elle a quand même pas servi à grand-chose. Et qu'on n'a pas beaucoup entendu à ce moment-là, en tout cas la CES, remettre en question cette espèce d'adhésion de principe qu'elle a aux objectifs promus au niveau de la Commission européenne, ce qui est une autre façon de montrer sa dépendance à autrui. Et au fond, c'est peut-être quand même un des premiers problèmes de constater que non seulement il y a ces tensions entre les différents niveaux d'action syndicale, mais que surtout ces niveaux-là sont des niveaux dépendants. Alors pour les uns, c'est les employeurs qui sont réputés avoir l'expertise. Bon, les organisations d'employeurs ont évidemment une expertise, mais enfin elle n'est pas tout à fait neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les ONG ont une expertise. Bon, oui, certes, mais je vois pas très bien pourquoi les ONG auraient une capacité d'expertise qui soit supérieure à celle d'un mouvement syndical. Enfin, Industriol Europe, c'est quand même 7 millions de syndiqués. Donc quelques composantes comme IG Metall et d'autres, qui sont tout de même pas des clubs de joueurs de belote, quoi. Hein. Donc on est quand même dans du lourd, et le fait de ne pas avoir d'expertise suffisante à ce niveau me paraît pas un argument totalement convaincant. Tu l'as dit toi-même d'ailleurs dans ta conclusion. Au fond, ça peut être un choix cette fameuse ignorance stratégique, ça peut être un choix de ne pas développer une expertise propre. Et dans ce cas-là, on peut quand même se demander quel est l'objectif de cette ignorance voulue, choisie, qui est un peu troublante quand même pour des organisations qui se situent surtout sur ce domaine-là. Quand même, on est sur des sujets dont la prégnance est grande de jour en jour. Comment peut-on pratiquer cette ignorance volontaire dans des domaines aussi porteurs d'effets pour les travailleurs que représentent ou sont censés représenter les organisations syndicales européennes. Donc voilà, moi les remarques que ça m'impose, c'est que évidemment on conçoit les difficultés, elles sont permanentes, de concilier des impératifs entre le court terme, entre le long terme, entre l'emploi et la transition énergétique, enfin écologique, pour prendre le problème plus largement. Ça, évidemment, ce sont des contraintes majeures qui faut pas avoir une vision absolutiste de l'action syndicale où la cohérence devrait être à tous les étages, bien entendu, mais une note d'ailleurs avec un peu d'humour que la recherche de cohérence
n'est pas toujours apparu comme bon, il y a une très jolie formule qui est assez allusive, qui montre qu'en réalité c'est un objectif qui n'a pas été considéré comme atteignable dans cette affaire, d'avoir un minimum de cohérence dans les points de vue syndicaux, quel que soit le niveau où on le regarde, mais quand même c'est quand même un problème. Peut-être ne pas avoir de cap pour un regroupement syndical, c'est tout de même se condamner à gérer des contradictions sans dépassement possible, quoi. Il y a des contradictions, il n'y a pas de problème, mais si ça devient des apories, s'il n'y a pas de dépassement possible dans un projet, dans quelque chose qui puisse quand même servir de cap commun, on se dirige effectivement à ce qui est très bien décrit dans le texte, c'est-à-dire on va au fil de l'eau, on est dicté par ces alliances, on choisit plus ou moins, puisque c'est des alliances avec plus puissants que soi, ou en tout cas des institutions qui en donnent l'impression. Et donc, le portrait qui est donné là n'est pas extrêmement réjouissant sur les capacités d'un syndicalisme européen qui, on le sait, est en difficulté sur un peu tout, même les syndicalismes les plus forts. Bon, IG Metall s'impose un petit peu comme un contre-exemple, encore que ils ont aussi des problèmes dans leur propre pays, hein, le taux de couverture conventionnelle, la difficulté d'absorber la sous-traitance, etc. Donc c'est des problèmes assez communs à beaucoup de syndicalistes, fussent-ils les plus forts, et qu'il y ait une espèce d'aveuglement ou de difficulté, parce que je ne veux pas porter de jugement sur des choses sur lesquelles il est tellement facile de donner des leçons qu'on s'en dispensera. Mais enfin, ça préoccupe. Hein, ça préoccupe de voir un syndicalisme, même quand il est fort, se débattre dans autant de contradictions, d'auto-aveuglement, voire d'ignorance choisie. Voilà. En tout cas, ce texte me paraît vraiment très illustratif de tout cela. Moi, j'ai trouvé grand intérêt et je trouve que c'est un apport à la connaissance de ce qui se passe en Europe, même si ce qu'on y apprend n'est pas des plus réjouissants. Merci Jean-Marie. Avant de redonner la parole à Adrien, peut-être on pourrait enchaîner avec Joël pour sa discussion. Merci. Oui, merci et félicitations à Adrien parce que j'ai trouvé les choses aussi très claires et l'exemple est pertinent. Je vais essayer, alors, en fonction de mon expérience personnelle dans ce domaine-là, et qui débouchera sur des choses un peu, je serai plus nuancé parce que, à mon avis, ton ignorance du dossier carbone, qui n'est pas stratégique, mais non, mais elle est réelle. Ça, c'est ce qui m'amène à dire que je vais partir de REACH. Quand je suis arrivé à la CES, je me suis retrouvé avec le dossier REACH, qui était sur les substances chimiques, et avec une position de la Fédération européenne de la chimie et du patronat européen de la chimie contre REACH. Déclaration sur l'emploi. Je dirais c'est le premier point. La grande difficulté, et j'essaierai de développer, c'est qu'à chaque fois, et dans le moment présent, je reviendrai sur ce qui se passe à Industrial Europe en ce moment, c'est que les syndicats sont soumis à ce dilemme permanent, comment préserver l'emploi, ce qui est quand même une revendication normale pour un syndicat. Et le débat a été extrêmement difficile. Il y a un premier débat, c'était de dire c'est pas de la compétence de la CES, c'est de la compétence d'IG Chimie de répondre à REACH. Et le débat s'est passé entre Allemands à cette époque-là. Les réunions que j'ai faites, qui étaient assez épiques, parce que, premièrement, je ne connaissais pas le dossier, il a fallu que je le connaisse, mais comme c'était assez violent, parce que ça n'avait rien d'amical, je vous le dis tout de suite, même pas avec moi, c'était surtout avec Marc Sapir qui avait en charge au BTS du dossier, et qui était donc quelqu'un d'extrêmement compétent, mais dont la compétence était contestée par les Allemands. C'était là que j'ai eu le soutien d'IG Metall. Pourquoi j'ai eu le soutien d'IG Metall ? Parce qu'il y avait le problème des risques des peintures dangereuses. REACH est un règlement sur les substances chimiques dangereuses. Donc on s'est retrouvé avec une dualité de positionnement allemand. Et on a réussi à faire une déclaration de la CES, alors qui a été dictée dans des conditions spéciales, dans une salle où on était 70 à peu près, on a écrit ligne par ligne,
où la CES s'est déclarée en faveur du règlement REACH sur les substances chimiques dangereuses, la traçabilité des substances. Parce qu'en fait, c'est un règlement exemplaire, le règlement REACH, qui pose le problème du renversement de la charge de la preuve, qui pose le problème du devoir de vigilance. Je vais très vite, hein, c'est plus compliqué que ça, et qui pose le problème de l'ajustement de l'ajustement aux frontières. C'est le problème de la traçabilité, ce qui fait intervenir violemment le gouvernement américain par l'intermédiaire de Colin Powell, qui a écrit aux ambassades qu'on prend, que l'Europe est en train de prendre un risque. Mais le problème de l'ajustement carbone aux frontières, c'est que c'est pas un problème simplement de taxes. C'est devenu l'alpha et l'oméga tout au moins pendant que la période où j'étais à la CES, de notre position. L'ajustement carbone aux frontières, c'est un système, je parle d'un système, c'est une nouvelle grammaire, et je continue à penser, pourtant c'est encore au cœur du débat aujourd'hui, que ça apparaît pas comme très clair. C'est une nouvelle grammaire qui consiste à dire que aujourd'hui, Philippe qui est là, il pourrait vous en parler, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, grâce au numérique, de connaître la traçabilité et la transparence de toute la production mondiale. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir la teneur en carbone de toute production. Donc ça veut dire que on a une connaissance grâce au numérique qui est extrêmement. C'est-à-dire qu'on peut organiser et envisager les échanges sur une autre base que simplement la base commerciale traditionnelle. C'est important parce que immédiatement après, on s'est servi de cet ajustement carbone aux frontières pour parler sur les nanotechnologies. On a fait la même chose. On a dit il faut une traçabilité et une transparence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui organiser les échanges autrement. Donc c'est pas simplement un problème de taxation aux frontières. C'est un problème de connaissance et de voir quel type après d'engagement ça peut engager dans le commerce mondial. Comment on peut envisager qu'un pays qui lui produit plus de carbone, etc. Quel type de mesures de coopération on peut faire. C'est la capacité du système numérique aujourd'hui de créer les conditions d'une nouvelle conception des échanges. Ça, alors c'est pas tellement bien perçu, je le conçois, mais ça a été très important. Et on retrouve ça dans le carbone. C'est quand on fait notre première déclaration de la commission exécutive de la CES, on reparle de l'ajustement carbone aux frontières pour le carbone. Et les plus réticents, c'est les Scandinaves qui disent qu'on veut faire du protectionnisme. Et bon, et ça se passe plutôt après compromis, on arrive à maintenir la position. Mais c'est un élément central où je suis d'accord. On n'est pas en faveur du maintien la CES n'est pas sur les quotas gratuits. On est pour. Mais là, et la position industrielle, je suis complètement d'accord. La position, la légitimité du mouvement syndical de la FEM à l'époque, qui devient industriel après, c'est de dire il y a des fuites de carbone. On risque la fuite de carbone. C'est ce que disent aussi les cimentiers. C'est ce que disent toute l'industrie lourde, ce que disent l'industrie de l'aluminium. C'est ce que dit, enfin, il y a énormément de monde qui dit c'est la fuite de carbone. C'est-à-dire qu'on l'industrie va se faire. Mais on est dans une difficulté majeure. Je vais donner un deuxième exemple qui s'est passé quand j'étais à la CES, qui montre la complexité. Ça se passe avec la FEM. On adopte une déclaration commune de la Confédération européenne des syndicats sur la réduction des émissions de CO2 des voitures. Et je me retrouve avec un conflit très fort avec la direction du DGB et avec les Allemands de Bruxelles, ce que j'appelle les Allemands qui sont à Bruxelles, sur la réduction des émissions de CO2, puisqu'on fait une lettre au commissaire qui s'appelle Verhoeven. Verhoeven est le commissaire européen chargé de l'industrie qui est allemand et qui est considéré que sa vie publique en Allemagne, son retour en Allemagne, se fera sur la protection de l'industrie automobile allemande. J'y reviendrai un peu plus loin. Et donc, mais là encore, IG Metall, qui a compris qu'il faut réduire les émissions de CO2 des véhicules, soutient la position de la CES. Ça m'amène à une première remarque, et c'est grave, je reconnais que les travaux m'ont réveillé, puisque j'étais un peu loin je continue à travailler sur les problèmes de l'industrie, et de développement durable, mais c'est la création d'Industrial. Industrial Europe est créée en mai 2012. Moi, j'ai quitté la CES avec John Monks en mai 2011. Industrial, effectivement, regroupe le textile, la chimie, l'énergie, le sous-sol et la métallurgie. À l'époque, je dis
au congrès d'Athènes, je dis ça risque d'avoir un déséquilibre. Et on voit bien que le déséquilibre s'est opéré. C'est-à-dire que c'est incontestablement, les Allemands n'ont pas été très satisfaits. À Athènes, on a un débat, il y a la Fédération des finances européennes qui dit ce qui est financier, ça doit être la Fédération des finances qui soit le maître d'œuvre. Et ce débat, je réponds donc à cette question en disant que c'est pas possible. Le syndicalisme doit pouvoir avoir une horizontalité dans la prise de décision. Et ça, je crois que là, le déport est réel. C'est-à-dire que la création d'Industriel Europe a conduit à cette divergence. Alors avec pas que des détails, mais la secrétaire générale adjointe d'Industriel Europe est Judith Darling-Kirton, qui est une fille très compétente, qui est passée par la CES, elle était secrétaire de la CES, elle est partie comme députée européenne du travailliste au Parlement européen, elle est revenue, et Benjamin Denis, qui était son collaborateur, était aussi à la CES, il est passé industriel. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a eu, Industriel s'est conforté sur cette position. Et sur la position, parce que les manifestations avec Eurofer, il y en a eu aussi en 2012 ou en 2010 ou 2011, je me souviens plus, j'étais encore à la CES, il y a une manifestation organisée par la FEM et Eurofer, donc il y a déjà les problèmes. Donc on voit bien la reprise très importante d'Industriel sur ces questions-là et le problème des alliances. Je dirais que cette question-là est une question importante. Sur l'autonomie d'expertise, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que la CES, on a fait énormément d'études. Par exemple, les études sur l'emploi et le changement climatique, c'est une étude de 2003, une première étude avec une conférence à Milan où on reprend la notion de transition juste. Et il y a une étude de 2007 sur l'emploi et le changement climatique qui est faite par la CES, qui a été reprise par toutes les institutions internationales. Il n'y en avait jamais eu. Donc, sur des études génériques et un peu générales, on a une vision. Après, sur REACH, on a été obligé de mener des études permanentes parce qu'il y avait des contre-études du patronat. Et l'étude sur laquelle on s'était appuyé, donc c'est des études extérieures. Toutes les études dont je vous parle, c'est des études avec des cabinets extérieurs. On en a fait une aussi en 2009 pour Copenhague, ça s'appelait Politique industrielle bas carbone en Europe, avec 4 cabinets. Et on en a fait une aussi qui s'est terminée juste à partir sur les restructurations et la mise en place de CV de sites dans les régions. Mais sur les études sur REACH, ce qui est très clair, c'est qu'on s'est appuyé sur une étude faite par un cabinet de recherche universitaire d'Oxford pour pouvoir contrer, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une étude sur l'entreprise, on avait une contre-étude du patronat. C'est assez classique. Dans le domaine chimique, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est on instille le doute sur l'étude. Comme notamment, ceci dit, ce débat-là continue aujourd'hui. Et la première chose qu'a faite quand on a quitté la CES avec John Monks, Bernadette Segal s'est trouvée sous une pression extrêmement importante pour que le Tony Musu, qui était un des membres de l'Institut, qui était donc à Helsinki à l'Agence européenne de la chimie, ne soit plus à l'Agence européenne de la chimie, que ça soit quelqu'un de la Fédération de la chimie allemande qui soit à l'agence d'Helsinki. C'est-à-dire que les pressions sont réelles. Après, où je suis complètement d'accord, c'est que pour maintenir pour faire face à des pressions comme ça, il faut mener un débat politique extrêmement ouvert à l'intérieur. C'est-à-dire accepter le conflit et accepter la divergence. Parce que là, peut-être que vous n'y êtes pas intéressé, mais il y a un plan extrêmement important de l'Union européenne sur les substances chimiques qui est en cours pour reprendre, disons, le prolongation sur les substances chimiques, sur les problèmes de nocivité, sur un certain d'aspects. Mais, alors, le patronat accepte, mais après, ils disent que c'est trop anticipé. Et il y a eu un exemple tout à fait caractéristique, c'est les couches culottes dangereuses pour les bébés, et l'agence européenne de la chimie n'a pas à accepter la position patronale, c'est de dire que c'était prématuré. On anticipait trop et donc n'a pas accepté d'interdire un certain nombre de substances dans les couches culottes des bébés. Donc, on voit bien que les enjeux, là, la responsabilité des syndicats est très engagée sur les problèmes de santé. Et la difficulté est réelle parce que
si je prends, donc la prégnance allemande est très très grande, et donc la CES a été quand même assez dépossédée. Les alliances avec les ONG nous permettaient d'avoir un équilibre par rapport à ça. Et ça reste un élément, parce que sur le champ de la cohérence syndicale, aujourd'hui, quels sont les intervenants? Est-ce que c'est simplement les deux partenaires qui sont intervenants sur tout ce qui est climat, sécurité alimentaire, santé publique, et que c'est simplement aux deux partenaires de décider ou pas de faire? Est-ce que ce duo-là, alors j'enfonce encore une porte ouverte, mais je vais donner une référence. C'est quand Somavia était directeur général de l'OIT, qui était donc quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il a essayé de dire qu'il fallait ouvrir l'OIT à d'autres qu'aux deux partenaires, qu'ils ont refusé catégoriquement. Ceci dit, moi, je pense que si on veut changer le champ syndical et de la négociation sociale et de la négociation sur ces questions-là, il faut ouvrir la négociation. La négociation ne peut pas être qu'entre les deux partenaires. Je sais que alors l'OIT, c'est déjà pas entre les deux partenaires, c'est tripartite l'OIT. Mais ça veut dire que si on reste à ce champ-là, on aura beaucoup de mal à pouvoir répondre à ces enjeux-là, parce que il est trop limité. Parce que là, si on regarde Industrial dans la dernière période, si vous allez sur le site Industrial, toutes leurs demandes, c'est des plans pour répondre à la mutation de la transition énergétique. C'est un plan sur la navale, un plan sur l'acier, un plan sur l'automobile. Les Allemands sont très inquiets sur la capacité de répondre à la mutation du moteur à explosion par moteur électrique face à la Chine, même sur les voitures. Ils pensaient que le haut de gamme serait protégé. Or, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est que Audi va aller construire une usine en Chine, mais ils ont pas. Donc les syndicats sont très inquiets. Ils demandent une réponse qui est objectivement vraie. Ça s'inscrit toujours, et là je suis d'accord avec ce que j'appelle l'ignorance stratégique. C'est pas de l'ignorance stratégique, c'est que le système allemand de cogestion conduit à avoir un accord entre les deux partenaires sur les objectifs. C'est tout le problème de la phase dans laquelle on est. Est-ce que c'est suffisant de se répartir les gains de productivité, de la protection d'emploi, de parler des conditions de travail? C'est très important pour les syndicats, mais les objectifs sont partagés. Cette contradiction avec le changement climatique, les problèmes de sécurité alimentaire, de santé publique, est une contradiction extrêmement vive pour les syndicats, qui n'est pas facile je sais pas, je suis pas en train de faire un jugement de malheur, et qu'ils doivent essayer d'opérer. C'est pour ça que je pense que les alliances extérieures, que ce soit les collectivités territoriales dans la définition de ces plans stratégiques, puisqu'ils demandent des plans industriels aux différents niveaux, voire au niveau local, doivent être ouverts sur des intervenants qui permettent de regarder les problèmes dans le moyen, dans le court terme et dans le long terme. C'est pas tout évident. Je pense que je suis assez d'accord sur l'asymétrie d'expertise, mais je pense que moi, quand j'étais à la CES, on avait une capacité d'étude autonome qui était quand même importante. Qu'elle n'ait pas été très utilisée par la suite, ça c'est un autre problème. Ça veut dire, mais c'est un choix, mais c'est un choix permanent, parce que le fait de pas avoir une CES autonome sur un certain nombre de choses fait que elle ne s'est pas prononcée sur le glyphosate, sur l'interdiction du glyphosate. Le fait d'avoir des difficultés d'autonomie et donc d'alliance, je vois pas comment on peut, fait que dans l'affaire du Dieselgate, c'est un militant d'IG Metall Bosch qui dénonce, mais après il y a un silence radio à Volkswagen. Il y a pas de, donc on est, et ça, moi je pense que je vais terminer, c'est très préjudiciable. C'est surtout le grand problème qui est posé, c'est que vis-à-vis des nouvelles générations, c'est presque inacceptable pour et ça conduit surtout à ce que la partie syndicale forte, j'en terminerai pas forcément sur une chose pratique, mais le syndicalisme allemand est très représentatif de ça, c'est qu'il y a une dichotomie entre une grande partie des salariés qui ne sont pas dans l'industrie, les salariés de service en Allemagne, c'est Verdi, et qui vivent des situations très différentes en termes de précarité, de travail, etc. C'est tous les emplois
qu'on a vu avec le Covid, qui sont faits, mais qui sont très décalés par rapport à cette syndicat. Donc, il y a cette dichotomie du syndicat qu'on retrouve dans ton livre, d'ailleurs, quand tu en parles. Par exemple, en France, c'est une représentation syndicale qui est, elle, au contraire, très service public, mais qui n'est pas forcément sur ce sujet-là. C'est cette dichotomie-là qui est un des problèmes du DGB en tant que DGB, mais elle ne prend pas le pas. C'est-à-dire, il y a des conflits plus ou moins larvés entre Verdi et Gay Metal, mais elle ne prend pas le pas sur la grande partie du développement du salariat se fait notamment sur du travail fractionné, de services, etc. Et l'enjeu de cette partie industrielle, qui est extrêmement importante et en Allemagne beaucoup plus importante qu'ailleurs, disons, accentue les décalages entre types de syndicats, même au sein d'un même pays comme l'Allemagne où il y a un syndicalisme unique. Je mets de côté le fait quand il y a le pluralisme syndical sur l'éclatement qui est encore plus fort sur la capacité d'anticiper. L'anticipation devient très, très difficile. Et je dirais que malgré tout, si on veut s'intéresser à cette question et notamment à intéresser les jeunes, la question posée par Alain Surpiot de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, demeure la question essentielle. Et moi, je pense que si on accepte cette question, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, il est évident le nombre d'intervenants et d'alliances dans la négociation des enjeux doit être différent. Merci beaucoup, Joël, pour ton intervention très, très précieuse pour nous. Je vais redonner la parole à Adrien pour un temps de réponse, pour ainsi dire, avant de laisser la parole à la salle. Merci. Un grand merci à la fois à Jean-Marie et à Joël. C'était très intéressant et ça m'a aussi donné de nouvelles idées pour les projets que je suis actuellement en train de mener. Je suis d'accord qu'il s'agit de débats en partie anciens, la contradiction entre le court et le long terme, entre représentation sectorielle et représentation intersectorielle, etc. Et qu'il y a peut-être encore un effet d'apprentissage qui est nécessaire, mais en même temps, en étant l'an 2022, bientôt 23, et la question climatique, il est absolument clair, au moins depuis l'accord de Kyoto de 97, que la question climatique va être la question centrale du 21e siècle et va avoir des répercussions majeures. Donc, quelque part, oui, cet apprentissage devrait quand même être en train de se faire et je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment qu'on puisse parler d'une progression linéaire, il y a un peu une difficulté. C'est aussi maintenant il y a beaucoup. J'ai l'impression que la CES met beaucoup l'accent sur la transition juste, qui est aussi un concept, qui est un concept qui a été initialement lancé par un mouvement syndical international qui est entré dans la préambule de l'accord de Paris et qui a été repris notamment par l'Union européenne, par la Commission européenne, mais qui a une certaine difficulté ensuite à aller du général au particulier et de prendre position quand on regarde par exemple maintenant les débats qu'il y a eu sur la perte de pouvoir d'achat suite à la guerre en Ukraine, suite au renchérissement des prix de l'énergie, alors qu'il y a un consensus quand même quelque part qu'il faut que les énergies de carbone deviennent plus chères. En même temps, en tout cas au Luxembourg, on a vu les syndicats vraiment uniquement se focaliser sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la compensation, de l'augmentation des prix du gaz, la compensation de l'augmentation des prix de l'essence. Et la question climatique n'a pas été, oui, il a semblé que la question climatique n'a plus fait partie de l'équation. Cela peut aussi être lié à l'orientation des syndicats. Il y a la trilogie de Richard Hyman de 2001 sur le syndicalisme européen entre des syndicats
plus orientés vers la société, des syndicats avec une orientation plus de classe, des syndicats orientés sur le marché. Et on peut penser que certaines orientations peuvent être plus favorables que d'autres à une prise en compte de la question environnementale. Mais en même temps, c'est une question qui avec laquelle le mouvement syndical dans son ensemble est confronté. Et il n'est pas maintenant évident de dire qu'il y a un type de mouvement syndical qui a davantage pour trouver des réponses qu'un autre. Sur la question, oui, il y a bien sûr ce que Joël a dit sur la cogestion allemande, sur la nécessité de se mettre d'accord à deux entre représentants salariaux et direction d'entreprise, de se mettre d'accord sur les objectifs communs. Cela pose bien sûr la question du productivisme et de l'idée que s'il faut répartir, si on veut obtenir une plus grande part du gâteau, alors il faut que le gâteau grandisse, et que c'est la condition sine qua non pour avoir une plus grande part. Et donc une question qui pour moi n'était pas tout à qui pour moi toujours n'est pas tout à fait claire, c'est celle de la relation entre la CS et les fédérations professionnelles. Parce que ces fédérations professionnelles, que ce soit industrielles, que ce soit les travailleurs du transport, etc., elles ne font pas partie formellement de la CS. Elles ne sont pas, si j'ai bien compris le mode d'organisation de la CS, ils ne sont pas partie intégrante. Les affiliés de la CS sont les confédérations nationales et pas les fédérations. Les fédérations sont membres du comité exécutif. Elles sont membres du comité exécutif. Ok. Donc, oui, là, il semble y avoir effectivement, comme tu as dit, sur Industrial, qui a acquis une telle surface aussi en termes de suite à la fusion avec la fédération de la chimie, que cela rend difficile rend difficile la collaboration. Ensuite, il y a la question, je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité de dépasser peut-être les cadres bipartites, tripartites, pour inclure les mouvements sociaux, les ONG environnementales, d'autres acteurs qui peut-être sont davantage porteurs de la nécessité d'une prise en compte des externalités produites sur l'environnement, sur prendre en compte les générations futures. Mais en tout cas, il me semble que la question du changement climatique est aussi essentielle pour les syndicats parce que elle pose aussi la question du contact, du contact avec les nouvelles générations. Parce qu'on voit quand même, on a vu ces dernières années la mobilisation massive de la jeunesse scolarisée sur les questions climatiques. Et si les syndicats sont perçus comme soit indifférents, ont des logiques peut-être d'ignorance stratégique, soit comme obnubilés par d'autres priorités, c'est vrai que cela va rendre difficile la syndicalisation des nouvelles générations, des jeunes. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette séance. Je vous rappelle que le 9 février, nous aurons parmi nous Nora Retzel de l'Université d'Umeå,
qui présentera son enquête qui a été menée en Inde et qui s'intéresse aux différentes perceptions syndicales du rapport entre travail et nature. Je vous invite donc d'y participer nombreux. Merci.